Bonjour à tous pour ce nouveau topo donc l'étincelle du NPA. Nous sommes donc un mois après le début du confinement, de cette crise sanitaire mondiale qui a déclenché avec elle une crise économique et sociale. Après le choc et la sidération des débuts, en quelque sorte, la crise est rentrée dans le quotidien. Néanmoins, à chaque semaine, à chaque jour, son actualité. Et la semaine passée, c'est justement ouverte avec une nouvelle apparition de Macron sur nos écrans, la troisième du genre, et une fenêtre qu'il aurait ouverte sur un potentiel déconfinement. Macron, dans son discours de lundi soir, a parlé de nos soignants, nos entreprises, nos conditions de vie. Il n'a pas arrêté avec les nous, comme s'il avait un front uni dans la lutte contre le coronavirus. On le verra, il n'y a pas de nous qui tiennent en la matière. Il y a encore, et peut-être plus que jamais, ceux qui galèrent et ceux qui profitent. Tout à l'heure, nous aurons une allocution aussi d'Édouard Philippe et du docteur Véran, maintenant habitué de nos écrans. Est-ce qu'il nous annoncera-t-il des choses très nouvelles? À voir. Aujourd'hui, bon, pour ce topo, cette réunion, c'est pas l'heure des bilans ni des pronostics, mais surtout prendre un peu de recul et aborder une question bien vaste. Quelle lutte de classe sous le coronavirus, en confinement et en déconfinement? On le verra, la lutte contre le virus est loin d'avoir supprimé les conflits de classe, bien au contraire, elle a eu tendance, et elle a toujours tendance, à renforcer les antagonismes. Donc on verra dans une première partie un petit peu de ce qu'il en ressort de la politique patronale et gouvernementale de gestion de la crise, et notamment comment ils préparent dès maintenant une reprise à leur sauce. Ensuite, dans un second temps, et ce sera surtout une ouverture à la discussion, on essaiera de voir un petit peu les réactions et discussions suscitées par la période, comment on peut lutter sous ces crises sanitaires et économiques, qu'est-ce qu'on peut avancer et envisager en termes de perspectives politiques de classe. Donc une manière d'ouvrir le débat plutôt que de le clore. Donc tout d'abord, concernant la politique patronale et gouvernementale de gestion de la crise, bon, petit point de bilan officiel sanitaire qui s'approche en France des 20 000 morts. On a encore des hôpitaux encore engorgés, avec des soignants qui débrouillent souvent comme ils peuvent, avec les moyens du bord. Dans l'absolu, on pourrait dire que le bilan macabre n'est pas si élevé si on le compare à la mortalité ordinaire pour tabagisme, alcoolisme, accident de la route, accident du travail ou des maladies et traumatismes engendrés. Mais bon, certainement, la particularité du Covid-19 est que cette maladie a saisi la planète entière et que tout d'un coup, elle offre le spectacle de mort dans des conditions assez horribles d'étouffement, d'isolement, voire d'abandon dans les rues pour les pays les plus pauvres, mais ici même dans des EHPAD. Les mesures de confinement plongent celles et ceux qui sont condamnés, comme celles et ceux qui, malgré tout, doivent aller au boulot, dans une sorte de scénario de film catastrophe, avec chaque jour la question à qui le tour. Donc on peut déjà se demander qu'est-ce qui a mené à un tel bilan, a amené encore à s'alourdir dans les jours et semaines à venir. Macron, lundi dernier, a joué un petit peu à invoquer des failles et des insuffisances dans son allocution. Mais ce qui empêche encore de se donner tous les moyens pour tenter de juguler l'épidémie, c'est bien plus fondamentalement que juste des failles ou des insuffisances, des logiques en fait infernales du système capitaliste, totalement guidées par la boussole de la rentabilité. D'où vient l'absence de stock de masques non utilisés, ils étaient une perte sèche à éliminer. On observe plus généralement la pénurie continuelle de produits alimentaires pour la prévention, dans un système où pourtant les moyens de produire à l'échelle industrielle n'ont jamais été aussi importants. De même pour l'état désastreux des hôpitaux et des EHPAD, déjà la crise permanente pour eux, avec des salariés tirant la langue, fruit d'une politique consciencieuse de diminution des moyens et de précarisation des salariés. Car la santé, du moins publique, cela ne rapporte pas. Un hôpital en crise devant une crise sanitaire, et c'est la tragédie en direct que tant de soignants dénoncent. Également, l'absence de réponse coordonnée à l'échelle internationale, alors que la pandémie l'imposerait plus que tout. Au contraire, c'est la désunion la plus manifeste, donc à l'exemple de l'Union européenne, ou des détournements de masques entre États sur les tarmacs d'aéroports pour pouvoir s'arracher telle ou telle cargaison. On observe un repli sur les États nationaux, derrière leurs frontières nationales, alors que le besoin justement d'une coopération plus grande dans le cadre de cette crise sanitaire mondiale ne s'est jamais fait autant sentir. Donc c'est dans ces entraves et contradictions capitalistes que la lutte contre le virus se mène. Et cette lutte, en elle-même, elle ne se mène pas avec comme seule boussole le fait de se donner les moyens de combattre au mieux l'épidémie et ses conséquences, sanitaires comme sociales. Le souci principal du gouvernement semble en fait de diluer l'épidémie dans le temps, de permettre que l'économie, c'est-à-dire la réalisation des profits, soit le moins possible paralysée, donc que l'économie redémarre en évitant une trop grande saturation des hôpitaux et des scènes chocs. Bref, en fait, en quelque sorte, d'étaler la courbe des morts. Toute une politique est marquée par le fait que les impératifs sanitaires se retrouvent toujours en permanence mis en balance devant les intérêts économiques, donc des intérêts des grandes entreprises.
Et les deux ne vont pas forcément de pair, bien au contraire. Donc très rapidement, hein, je ne vais pas commenter longtemps ce graphique, mais juste en haut, vous avez en fait, l'effet qu'une politique de confinement, en fait, en bleu, elle permet de diminuer le nombre de nouveaux cas en fait, sur le plan sanitaire, mais en fait, ce faisant, elle augmente aussi la sévérité de la récession économique. Donc en fait, cette tension et contradiction entre intérêt économique vu du point de vue capitaliste et intérêt sanitaire, bon, bah, elle se fait jour. C'est une étude en fait dans un centre lié plutôt à la gauche américaine. En fait, bon, sur ces contradictions, hein, ça a été l'exemple le plus fameux, c'est comme la mise en place de ce confinement à double vitesse depuis un mois, qui a vu des millions de salariés contraints de continuer à aller au travail, y compris pour aller produire des boîtes de vitesse ou des pales d'hélicoptères. Donc là, selon une étude récente qui est parue sur tout le mois de mars, donc ça s'arrête au 31 mars, on avait encore en fait 19% des entreprises qui continuaient à travailler, que 19% en fait des entreprises qui s'étaient arrêtées. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que plus l'entreprise est grande, moins il y a eu tendance à s'arrêter. Donc pratiquement 40% pour les entreprises de moins de 20 salariés, entre 10 et 19 salariés, et 15% pour en fait, les entreprises entre 250 et 499. Et ça augmente toujours avec, enfin, le nombre d'arrêts diminue avec la taille de l'entreprise. Et c'est donc 9 millions en fait, de travailleurs qui sont concernés par la continuité de l'activité économique. Et je parle même pas en fait, bon, à des niveaux divers ou variés, quoi. Ça peut se ralentir, mais pas s'arrêter. Cette continuité de la production, elle s'est faite au mépris de la santé des travailleurs, contraints de se déplacer, de se rendre sur les lieux de travail, et donc de promiscuité, et généralement en l'absence de mesures de protection adéquates. Des exemples, on n'en manque pas, on en a déjà parlé les semaines précédentes, je vais pas les rappeler, juste un qui est quand même assez symbolique. À la SNCF, on a quand même vu des ouvriers sur les voies se dire en fait de prendre des jerrycans d'eau et du vinaigre blanc en lieu et place de gel hydroalcoolique, comme mesure sanitaire de protection. Si certaines activités sont finalement arrêtées courant mars, c'est sous des contraintes économiques diverses, donc le problème d'approvisionnement des pièces, la limitation, voire la suppression de la demande, donc plus de marché où vendre en fait, les produits, et aussi sous la pression des salariés qui ont pu faire valoir pour les uns leur droit de retrait, pour d'autres formes d'arrêt du travail. On y reviendra dans la deuxième partie. Donc dans les faits, depuis le début, la politique patronale a été à contresens en fait, des intérêts de la population confinée, et le gouvernement a accompagné ce mouvement, en même temps qu'il instaurait des méthodes coercitives pour se plier au confinement, il n'ordonnait en rien l'arrêt des activités non essentielles. Maintenant que l'épidémie, en fait, par avoir atteint un pic ou un haut plateau, donc là, le graphique il montre juste le nombre de cas, donc de nouveaux cas, donc qui fait en diminution. Donc il y a quand même toujours des nouveaux cas, donc l'épidémie augmente, mais moins vite qu'avant. Macron a donc présenté lundi dernier une voie de sortie, entre guillemets, un déconfinement à partir donc du 11 mai, mais déconfinement à la sauce patronale, c'est-à-dire en appelant à la reprise du travail pour le plus grand nombre. Et c'est dans ce projet-là que le projet de réouverture progressive des écoles, des collèges et des lycées s'insère. Pour autant que les conditions de confinement nous permettent de le savoir, les réactions à l'annonce bon, ont été diverses, mais pour aussi beaucoup de la stupeur et de la colère. Donc, ce serait toujours pas possible d'aller à 25 dans un restaurant, mais possible d'aller à 30 dans une salle de classe. Donc, voilà, réaction sur les risques causés par la promiscuité engendrée, pour les enfants qui peuvent du coup ramener la maladie dans leur famille, mais aussi les parents qui les accompagnent, les profs et indirectement donc les familles de tout cela. Donc, beaucoup se sont demandé si le pouvoir ne cherchait-il pas à prendre en quelque sorte l'école pour la garderie du MEDEF afin de faciliter le renvoi des parents au travail. Bref, de sérieux doutes sur la pertinence sanitaire d'une telle décision, avec un risque réel d'un rebond de l'épidémie, surtout que la mesure n'est pas sortie pour l'instant de la moindre assurance que les protections, les tests nécessaires seraient à disposition. Mais nous pourrons en rediscuter dans le débat. Bon, bien entendu, hein, il y a l'autre côté, les problèmes réels et énormes créés par le confinement, notamment et surtout pour les familles populaires, les problèmes de vivre ensemble dans des espaces souvent réduits, les problèmes financiers pour celles et ceux qui ont déjà perdu un boulot, qui voient leur salaire déjà faible encore amputé, les problèmes pour les familles qui n'ont plus assez d'argent pour se nourrir, en particulier pour les enfants, du fait que les cantines scolaires soient fermées. Et donc, en fait, globalement, des situations d'injustice criantes pour ceux qui également ne peuvent pas suivre les cours correctement à l'école en ligne, vu qu'il manque de matériel électronique. Mais bon, qui peut croire que Macron, comme il l'a dit, soit préoccupé par une soudaine poussée de justice sociale, alors que rien n'est fait, ou presque rien, pour gérer les conséquences sociales du confinement que je viens d'énumérer rapidement. Donc le risque serait de tomber dans le piège du choix qui essaie de nous imposer entre confinement et déconfinement, ou plutôt leur confinement et leur déconfinement, le piège d'une date, le 11 mai ou pas, car c'est ce choix que Macron nous offre, et donc ses amis patrons
qui lui avaient soufflé se sont évidemment réjouis. La poursuite de ce, donc on aurait le choix entre la poursuite de ce confinement à géométrie variable, qui nous ont imposé du fait de l'incapacité du système capitaliste à anticiper les effets de pandémie, ou un déconfinement dit progressif, et que le patronat veut accélérer, et ce malgré les prochaines morts annoncées bien plus qu'étalées dans le temps. Donc les travailleurs n'auraient-ils pas à sortir de ce piège d'un choix entre la peste et le choléra? N'auraient-ils pas leur propre programme et revendications à mettre en avant? Bon, c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie, mais on pourrait y revenir également dans le débat. Au-delà de la pertinence sanitaire des annonces de Macron, on peut y voir une réalité derrière. Le patronat presse pour reprendre le plus vite le travail. D'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux, le bien nommé président du MEDEF, avait appelé dès la semaine dernière, avant l'élection de Macron, tous les entrepreneurs à reprendre dès maintenant leur activité, en rajoutant qu'il fallait respecter les règles sanitaires de sécurité. Mais on voit bien, bon, c'est bien sûr la première partie de la phrase qui compte, plutôt que la seconde. Les patrons, d'ailleurs, n'avaient pas attendu Macron pour redémarrer leurs entreprises ou annoncer à court terme pour ceux qui s'étaient arrêtés. Donc là, il y en a quelques-unes, Michelin, McDo, Toyota, PSA, ils n'y arrivent pas forcément, mais ils ont en tête de redémarrer les entreprises le plus tôt possible, même avant le 11 mai. Alors même que les hôpitaux sont surchargés, que le matériel de protection manque encore. Donc pendant qu'on compte les morts dans les entreprises, en particulier dans les secteurs les plus exposés, comme le nettoyage, eux comptent les jours perdus, sans se soucier des conséquences sanitaires engendrées. Plus généralement, de la vie de cheminot, depuis la semaine dernière, les quais des trains, des gares sont de plus en plus bondés, et c'est pas que, et pas du tout que des gens qui partent en vacances, mais bien des gens qui vont travailler. L'annonce du 11 mai de Macron vient maintenant comme un point d'appui pour les patrons dans cette reprise du travail. On peut se demander en fait qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de produire à tout prix, et ce alors même que les grandes entreprises n'ont pas à supporter la majeure partie des coûts de l'arrêt de l'économie, car ils sont pris en charge par l'État. En fait, on revient sur le tapis le problème des activités essentielles et non essentielles. Donc, il s'agit de ne pas se tromper, hein, non essentiel, quand on dit ça, c'est du point de vue d'une gestion rationnelle et efficace de la crise, en fonction des intérêts généraux de la population. Mais essentielles, elles le sont bien aux yeux du patronat, pour produire du profit, qu'il s'agit de produire des armes ou des bonbons Haribo, s'ils peuvent écouler ce type de marchandises. Car la plus-value, elle est bien issue du travail humain, et les patrons, en fait, sont emmerdés par cette situation où le circuit de production de la valeur sur les lieux d'exploitation du travail est sacrément ralenti, voire arrêté. La crise peut également être vue comme une opportunité pour certains capitalistes, comme Amazon, La Poste ou la grande distribution. On peut d'ailleurs noter une certaine forme de contradiction entre d'un côté leurs politiques individuelles et de l'autre l'intérêt général, même de la bourgeoisie. D'un côté, les capitalistes n'ont évidemment pas intérêt à ce que tous les travailleurs meurent, c'est leur ressource essentielle et indispensable pour créer du profit, ni que la crise sanitaire devienne encore plus incontrôlable et chaotique, au risque de renforcer encore plus la désorganisation de l'économie. Mais la politique donc de ne pas produire aujourd'hui pour produire davantage demain, bon pourquoi pas, on pourrait se dire, se heurte notamment aux mécanismes de concurrence. Par exemple, pour chaque groupe capitaliste, il s'agit d'être le premier, prêt au moment de la reprise de l'économie et de la réouverture des marchés, donc reprendre le plus tôt possible, avant même la date officielle. Dans cette crise, les gros vont également en profiter pour manger les petits. Il y a une concentration du capital et la disparition des entreprises les moins rentables. Le capitalisme, comme on le voit aujourd'hui, mais comme ils sont fonctionnés déjà hier, c'est la lutte de tous contre tous et le chaos, a fortiori, dans ces périodes de crise. La lutte de classe menée par le patronat se mène ainsi sur le front de la continuité et de la reprise de la production, mais au-delà, la boussole également de se préparer à faire payer aux travailleurs euh, les désordres économiques actuels occasionnés par la pandémie qui grossissent encore plus les désordres ordinaires, entre guillemets, et de s'y préparer dès maintenant pour le grand patronat. Donc tout le monde a dû l'entendre, hein, mais le même président du MEDEF avait déclaré la semaine dernière qu'il s'agissait de revenir sur les congés payés et que la question du temps de travail se posera dès la reprise du travail pour créer de la croissance supplémentaire. Et croissance, ça veut dire profit. Le gouvernement appuie cette politique, hein, donc on est déjà revenu dans ces débats sur les ordonnances qui ont pu permettre l'allongement de la durée hebdomadaire et journalière du travail, le vol de congés, etc. Et on en voit l'application via des accords d'entreprise en trouvant des syndicats complaisants pour les signer, comme à PSA ou à Renault. L'exemple du vol des congés dans beaucoup de boîtes est symptomatique, c'est que le patronat il n'attend pas pour attaquer. Cette attaque, elle a pu paraître symbolique,
Mais c'est le premier pas pour présenter la facture aux travailleurs et tester aussi les réactions collectives ou non que cela peut engendrer. Mesure étendue cette semaine au secteur public en passant. Leur politique est donc claire, faire travailler plus une partie de la classe ouvrière dès que ça sera possible. Et ce, quand bien même de l'autre côté, la récession va entraîner et occasionner des pertes d'emplois dans tout un tas de petites entreprises en faillite, dans des secteurs comme l'aérien, d'où des centaines de milliers de travailleurs au bas mot au chômage. Bref, faire travailler plus pour certains, tandis que les autres seront privés d'emploi, c'est un peu ça le programme patronal qui nous attend. On aura bien des choses à lui opposer, comme l'interdiction des licenciements et le partage du temps de travail entre tous. Enfin, cette politique de gestion pro-patronale, on la voit aussi s'incarner sur le plan financier, via notamment le plan d'urgence destiné à soutenir officiellement, je cite, entreprises et salariés. Ce plan, il est passé cette semaine de 45 à 110 milliards d'euros, mais la mise sur le même plan des entreprises et des salariés est assez trompeuse. Car la part du lion revient aux grandes entreprises, les miettes aux petites entreprises, et les miettes des miettes à quelques catégories de salariés. Donc ils ont fait un peu un sketch toute cette semaine sur les primes et les aides aux familles modestes, mais en fait elles sont très minimes, elles répondent pas du tout aux besoins. Donc pour les soignants, c'est pas plus qu'une prime de 1500 euros et encore pour certaines catégories. Pour l'aide aux ménages, 150 euros par foyer qui touche le RSA, plus 100 euros par enfant en tout et pour tout. Encore une fois, ridicule par rapport aux besoins. Et en fait, si on additionne toutes ces générosités, entre guillemets, générosité annoncée par Macron pour ces catégories de la population, on arrive en comptant large à 2,6 milliards d'euros. En fait, en plus de ça, ils ont annoncé 4 milliards de plus pour les équipements supplémentaires aux hostos, mais il s'agit de le mettre en fait en regard, donc voilà, des 100 milliards d'euros qui restent pour les entreprises. Et dans ces 100 milliards d'euros, une mini partie est tournée spécifiquement vers les grandes entreprises, mais tout le reste touche globalement beaucoup plus les grosses entreprises. Donc il y a déjà le financement du chômage partiel, le fait que l'État paye à la place des entreprises, y compris des grandes, les salaires, même si amputés d'une certaine partie. Ce qui fait financer par l'État en fait directement les salaires. Donc ça concerne 9 millions de salariés fin mars. Dernière mesure en date, ils vont passer en chômage partiel également des salariés qui sont en arrêt maladie, ce qui est une manière de réduire encore la facture pour les entreprises. Cette semaine, ils ont également annoncé dans ce grand plan d'aide aux entreprises une enveloppe de 20 milliards pour recapitaliser des entreprises stratégiques en difficulté. Donc apparemment, la liste serait Air France, Renault, Vallourec, même si elle n'est pas encore officielle. Donc, on va les recapitaliser, leur donner encore plus d'argent, plutôt que d'aller chercher de leurs bénéfices accumulés pendant des années. Sur cet aspect encore, aucune égalité entre les entreprises. C'est le sauvetage prioritaire des entreprises stratégiques, des fleurons nationaux. Tandis que pour plein de petites entreprises, voire de moins petits, on peut les laisser crever. Je reviens, mais c'est vraiment une parenthèse sur la décision contre Amazon là, en début de semaine, donc de la justice qui a condamné l'entreprise en début de semaine à restreindre son activité à la livraison de produits essentiels, alimentaires, hygiéniques, médicaux. Bon, il s'agit de voir son application dans les faits. Elle est d'une part issue du produit du rapport de force exercé par des travailleurs qui ont pu exercer notamment leur droit de retrait, mais elle peut aussi être vue en partie comprise par la volonté de l'État de favoriser la Poste sur ce marché. Et rappelons aussi que ce soutien de l'économie, en ces termes, il était soutenu, donc pas dans cette version-là du plan au niveau du vote, mais dans la première, à la base par l'ensemble de l'arc politique, incluant Mélenchon et le Parti communiste, sur la première voie de financement. Comme ils supporteront certainement d'éventuelles nationalisations qui pourraient avoir le jour, nationalisations qui servent, comme le dit la formule, à socialiser les pertes et à privatiser les profits. Ils plaident tous également pour des nuances d'État stratège et planificateur. On peut se demander pour les intérêts de qui. Je reviens pas, je m'étends pas, on a déjà discuté de ça il y a 15 jours, mais c'est une des questions quand même un peu centrales dans la gestion de cette crise. Tous ces plans d'aide, tout cet argent versé aux entreprises, derrière, l'autre épée de Damoclès qui risque de s'abattre sur la classe populaire, c'est celle de la dette, puisque cette dette-là, il faudra bien la financer, et qui, dans leur plan, c'est de la financer par des futures politiques d'austérité pour la faire payer aux travailleurs, exactement comme après la crise financière en 2009. J'en viens tout de suite aux réactions, discussions qu'il peut y avoir parmi les travailleurs, parce que ces politiques du patronat et du gouvernement, elles sont loin d'être acceptées facilement. Elles suscitent bien des réactions, même si les conditions de demi-confinement dans lesquelles nous sommes rendent difficile d'en mesurer l'exacte ampleur et portée. Pour la suite, Macron et ses amis patrons ont peut-être du souci à se faire, surtout que cette crise, elle survient pas en fait dans un climat normal où il se passerait rien,
et bien sur le fond de plusieurs années de remontée des luttes sociales, en France, mais aussi dans le monde, avec la vague de lutte qu'on a pu voir courant 2019. Des épisodes de lutte, bon, dont celle des Gilets jaunes pour le cas de la France, et plus récemment de rejet de la réforme des retraites, qui a d'ailleurs été suspendue, de manière aussi potentiellement d'éteindre un peu une colère qui pourrait monter. Épisode de lutte qui ne s'efface pas comme ça parce que la crise sanitaire est passée par là. Donc il s'agit de discuter en fait maintenant, et bon, j'ouvre aussi la discussion sur les armes que le camp des travailleurs et des jeunes, qui déjà se sont mobilisés ces derniers temps, mais aussi les autres que la situation actuelle peut encourager à le faire. Quelles sont ces armes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire afin de se préparer à la non-reprise comme à la reprise? On peut s'appuyer à ce titre sur certains éléments de la situation. Donc je vais revenir un peu sur ces deux éléments. La présence de réactions défensives, mais non dénuées d'un caractère politique, et d'osio, les discussions sur le fonctionnement de la société engendrées par la crise, qui, plus ou moins confusément, on y reviendra, peuvent aller quand même loin dans la contestation du système capitaliste. Ce qu'on a pu noter au cours de ce premier mois, disons, de crise sanitaire, c'est que les travailleurs, ils sont pas du tout restés passifs dans les événements. Donc tout d'abord, ce sont bien des mobilisations qui, en partie, du moins, ont permis la fermeture plus rapide de certaines entreprises ou la mise en place de mesures sanitaires de protection minimale. Alors même que les directions syndicales ont plutôt brillé par leur silence, voire pire, on a pu voir le cas de structures syndicales qui, ici ou là, notamment au début de la crise, ont freiné des initiatives de salariés au motif de ne pas désorganiser la production dans le cadre de l'Union nationale contre le virus. Ces épisodes de lutte ont montré que ça passe pas du tout comme une lettre à la poste, les attaques du patronat, ou le fait de vouloir continuer à tout prix à produire. Ça a notamment pu être le cas à la SNCF ou à la Poste, avec des mouvements de droit de retrait et autres formes de refus de continuer à travailler. Relativement large, relativement spontané, un refus de travailler en situation estimée dangereuse, donc à la base un droit individuel et de protection minimum, mais qui devient, on peut le dire, collectif et quasi politique quand les refus en fait s'ajoutent les uns aux autres. Des travailleurs d'ailleurs explicitement ont pu y voir une forme de grève. Dans des entreprises qui cherchaient à continuer à produire, le fait de devoir travailler pendant le confinement a également engendré un grand nombre de questions sur le caractère essentiel ou pas des productions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce bien utile? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier ma santé à produire tel ou tel produit ou telle pièce? En voulant chercher des réponses à ces questions, ceux qui ont cherché à le savoir se sont heurtés au sacro-saint secret commercial. Il y a pu y avoir des exemples dans le fret, dans la chimie. Des discussions également à partir de ces situations sur le fait qu'on est les mieux placés, les salariés sont les mieux placés pour avoir notre mot à dire sur ce qui est produit ou non, sur les moyens de se protéger ou non, et que la situation serait mieux gérée, bien mieux gérée, si les travailleurs de chaque secteur s'en occupaient et collaboraient avec les travailleurs des autres secteurs. C'est des exemples de discussions qu'il y a pu avoir notamment dans les hôpitaux, mais pas que. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Une réorganisation réelle de l'économie pour lutter contre le virus le plus efficacement possible. Un embryon de mise en pratique, bien sûr limité, a pu également pu être vu via la réorganisation notamment quotidienne des équipes à partir des besoins de la lutte contre le virus. Réorganisation discutée, voire décidée directement par l'ensemble des salariés de l'équipe, ce qui tranche avec l'ordinaire. Également, dans les entreprises qui continuent à fonctionner, il n'y a pas eu d'arrêt des luttes, même si souvent elles sont hors de nos radars, petits radars. Donc, on peut les voir à travers des témoignages divers et variés, surtout dans les médias, les réseaux sociaux, et des témoignages forcément incomplets. Ça peut être le cas dans des boîtes de la grande distribution, mais aussi pas mal dans le tertiaire, par exemple des centres d'appel, et dans des secteurs en fait qui sont pas forcément, voire loin d'être des bastions syndicaux. Ces luttes-là, elles ont pu mettre en avant, autant qu'on peut le savoir, la fermeture de l'entreprise ou du moins la réduction d'activité, l'obtention de mesures de protection, ou l'indemnisation totale du désordre économique, c'est-à-dire pas seulement des primes ou autres aumônes passagères, mais une augmentation de salaire. À ces luttes, en fait, ça ajoute le fait que, y compris dans les boîtes qui ont pris, les rapports de force dans l'entreprise, ils sont aussi modifiés ou peuvent être modifiés par la situation. Ok, on va travailler, mais pas forcément à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition, vu qu'on prend déjà des risques pour notre santé et celle de nos proches. Donc, certaines formes de grève du zèle ont pu voir le jour.
Les réactions, en fait, elles vont être également par rapport à la pause forcée des congés et repos dans certaines entreprises, même si pour des salariés, bon, bah, 5 jours, ça a pu passer comme une petite attaque. Mais à l'exemple de la SNCF, on a quand même pu y voir des embryons de réponse collective. Il y a des pétitions qui ont pu quand même réunir des centaines de signataires, par exemple, sur le réseau de Saint-Lazare, ou des refus collectifs argumentés par retour de mail en disant on ne posera pas les jours demandés, et refus qui peuvent être repris parfois dans d'autres régions. Donc ces réactions, en fait, elles marquent le coup pour la suite. Sur la question de la reprise du travail, donc c'est un peu celle-là qui, bon, il s'agit d'avoir une vraie discussion par rapport à celle-là, parce que c'est pas du tout une question facile. Donc confiné ou pas déconfiné, on l'a déjà dit, c'est une alternative piégeuse dans laquelle on voudrait bien nous enfermer. J'ai déjà dit, hein, mais le confinement est bien entendu loin d'être la panacée. C'est compliqué pour beaucoup. La gestion des enfants, la perte de salaire, la peur de perdre son boulot, l'isolement social, etc. Donc on a dénoncé leur confinement, ça c'est sûr, en montrant en quoi il exacerbe toutes les inégalités de classe et comment ce sont toujours les mêmes qui devraient en payer le prix le plus fort. Dont des catégories particulièrement exposées, comme les femmes soumises déjà à des violences, les migrants et les sans-papiers enfermés dans des centres de rétention, ou autres squats devenus invivables s'ils n'étaient pas déjà, les prisonniers par exemple. Et plus généralement tous les travailleurs, les plus précaires et les plus pauvres. Par rapport à ça, ce qu'on n'a pas vu, c'est la réquisition des logements vides, le maintien du revenu, l'interdiction des licenciements. Et donc aujourd'hui, les patrons, ils peuvent s'appuyer dans une certaine mesure sur la détresse de celles et ceux qui souffrent le plus du confinement pour chercher à faire reprendre, à sortir le plus vite de ce confinement infernal, même dans des conditions sanitaires dangereuses. Mais de l'autre côté, hein, il faut aussi également nuancer sur le fait que chez beaucoup de salariés, autant qu'on puisse le voir et l'entendre, il y a également une méfiance légitime qui peut s'exprimer sur ce déconfinement à la sauce patronale, avec une inquiétude sur la non-maîtrise des effets de ce déconfinement, sur le fait de retourner au travail, d'envoyer leurs enfants à l'école. Toyota ou PSA ont ainsi du mal à faire reprendre le travail malgré plusieurs tentatives. Et pareil, j'incite les copains à y revenir dans la discussion. Difficile donc de savoir aujourd'hui si les travailleurs seraient prêts ou seront prêts dans les prochains jours à refuser de reprendre des activités franchement pas essentielles. Dans le cas d'entreprises comme Toyota, PSA, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, maintenant, quand ils essaient de reprendre, le refus de revenir au travail semble la première chose à mettre en avant, tant que l'épidémie n'est pas davantage jugulée. Pourquoi reprendre les premiers dès maintenant pour produire des voitures alors que les masques manquent pour les personnels soignants et que les hôpitaux restent surchargés? À qui sont essentielles ces productions? Donc ces réflexions-là, hein, j'ai déjà dit, hein, elles amènent à se poser des questions, pas simplement au niveau de son entreprise, mais à celui de toute la société, à s'interroger sur la situation de l'ensemble de la classe ouvrière. Dans le cas où la reprise du travail devient effective, il s'agit et s'agira de se poser la question des conditions de notre reprise du travail à nos conditions, avec aucune confiance dans le patron pour assurer la protection de notre santé et de nos vies, et un préalable de mesures sanitaires à discuter collectivement entre collègues et à imposer le cas échéant pour garantir la sécurité des travailleurs. Nous n'avons donc pas à ce jour un bon plan de déconfinement clé en main à proposer. C'est probablement en fait plutôt la somme des réactions et des actions engagées dans une multitude d'entreprises qui pourraient s'agglutiner en un plan de lutte. Et bien évidemment, toujours avec une boussole différente de celle du camp d'en face, avec pour ligne directrice qu'il n'est pas question de sacrifier nos vies et nos santé à leur profit. Enfin, en termes de dernière sous-partie, au-delà de la question cruciale des modalités des luttes à venir, un atout et un point d'appui de la période pour nous est certainement la richesse des discussions politiques et des questionnements sur la société. Ces discussions, elles peuvent être liées aux réactions immédiates, mais pas que, et elles sont bien plus nombreuses qu'à l'habitude en ces temps de crise. Sur la volonté de comprendre ce qui se passe, les responsabilités, ainsi que des solutions à mettre en place. Le mot est toujours délicat à employer, un peu fourre-tout, mais bon, on peut quand même voir des éléments de politisation dans la période, comme il en est déjà apparu dans les situations précédentes, mouvementées, la loi travail en 2016, la lutte des Gilets jaunes, la lutte contre la réforme des retraites. Pas du tout le calme plat, donc, même si cela reste à l'état de discussion, les gens se posent plein de problèmes, plus que jamais. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a donc un moyen direct pour nous de discuter largement du fonctionnement du capitalisme et ses conséquences, en toute matière, sur la façon dont l'épidémie est gérée, en partant des éléments concrets de la situation. Ce qui permet d'esquisser aussi ce qui serait une autre gestion de la catastrophe sanitaire, dans un système qui ne l'entraverait pas au nom de la sauvegarde des profits. Il y a donc possibilité de décortiquer toutes les logiques du capitalisme en partant de questions comme pourquoi on n'avait pas assez de masques, pourquoi les masques
ne sont pas maintenant réquisitionnés et distribués en fonction des besoins, mais laissés au bon vouloir des industriels? Pourquoi un tel manque de moyens dans les hôpitaux et les EHPAD? Pourquoi les entreprises continuent-elles mordicus à vouloir produire, y compris des produits non essentiels à la lutte sanitaire? Qui décide et sous quels critères de ce qu'on produit et comment? Pourquoi arrêter la production pour cause de crise sanitaire provoque tant de problèmes derrière sur le plan économique? C'est quoi l'articulation entre les deux? Pourquoi cet arrêt de la production et ce coût, entre guillemets, mis à l'économie, devrait-il être, maintenant et après, payé par les travailleurs, alors que de l'autre côté, il n'y a rien ou presque qui est payé, malgré les dividendes amassés au cours des années? Qui est essentiel au fonctionnement de la société? On a pu voir en cours de la crise, hein, la classe ouvrière sur le devant de la scène dans toute sa diversité, pour soigner, pour ramasser les ordures, à la caisse du supermarché, pour produire des masques, etc. Des questions aussi plus générales et peut-être plus indirectes sur le capitalisme, mais qui en fait permettent d'en discuter, sur le fait du lien à la science, qu'on peut faire confiance à la science, comment la science fonctionne. Il n'y a rien d'automatique non plus, hein. Bien sûr, dans toutes ces discussions, à toutes ces questions, euh, pas d'automatisme qui conduirait les gens à devenir communistes révolutionnaires dans la situation. Néanmoins, ce qu'il faut partir, c'est de ce terreau de questionnement avec des réponses très diverses apportées en termes de compréhension et in fine de perspectives politiques de lutte. Donc en fait, à partir de ces questionnements-là, bien sûr, hein, il y a plein de réponses à apporter sur toute la diversité de l'arc politique. Donc juste pour en citer quelques-unes, hein, on a quand même ceux qui disent le problème et qui incitent uniquement là-dessus, c'est Macron l'irresponsable, avec son pendant, que c'est mieux ailleurs. Cette vision est alimentée bien sûr par les changements de discours du gouvernement, par exemple sur les masques, mais bon, parfois certains peuvent en conclure qu'il s'agirait d'avoir un gouvernement plus autoritaire, à même d'avoir les coups des franches pour assumer une politique sanitaire entre guillemets «forte». Une autre musique qu'on entend, peut-être, de manière assez récurrente, c'est que le problème en fait essentiel dans toute cette crise-là, c'est la mondialisation et qu'il faudrait renforcer les frontières, relocaliser la production. Avec en arrière-fond le protectionnisme et le souverainisme qui ne datent pas d'hier. Certains dans les milieux politiques, hein, de la gauche PC ou FI à l'extrême droite, en passant par Macron lui-même, ont appuyé sur le fait qu'on serait mieux protégé si on restait à l'intérieur de nos frontières pour y produire ce qui serait nécessaire pour éviter d'y faire entrer le virus. Et quand bien même une partie du patronat y verrait son intérêt à une certaine forme de relocalisation de la production, ça ne serait pas encore en fonction de ses profits qui nous exploiteraient sur place sans les productions minimum. Comme il l'envisage d'ailleurs aujourd'hui avec l'aide de Macron, en nous faisant bosser 12 heures par jour et jusqu'à 6 heures, 60 heures par semaine. Les frontières qui nous sauvent, nos travailleurs, seront-elles les frontières nationales? Et quelles ne seraient pas nos forces si tous les travailleurs du monde s'unissaient, quand on les voit aujourd'hui aux prises avec les mêmes mensonges et les mêmes politiques des possédants et de leurs États, courant les mêmes risques pour leur peau? Autre version, hein, de réponse potentielle à la crise, le retour à l'État social protecteur. Macron a parlé des jours heureux, donc en référence au programme issu du Conseil national de la résistance, avec derrière, hein, ceux qui prônent ça, c'est une illusion sur l'État et les intérêts qu'il défend. Et un petit rappel historique, c'est qu'au lendemain de la guerre, il s'est agi, hein, à travers son programme, de faire trimer plus que jamais les travailleurs pour, et on a eu l'APC ou le PC ou les syndicats pour nous dire que la grève était l'arme des trusts. Donc c'est juste un paysage, hein, esquissé très rapidement, mais tout ça pour dire qu'on est dans une situation politique assez imprévisible, dans ce contexte d'une situation créée par la gestion capitaliste de la crise sanitaire, par un système que sa logique empêchait d'être au mieux préparé à une pandémie et avec ce qui s'ensuit aujourd'hui en termes de désorganisation économique. Donc une colère réelle qu'on peut voir en fait ici ou là. Bon, les banderoles en fait au balcon, c'en est un témoin, mais pas le seul. Colère qui peut s'exprimer de bien des manières dans les temps à venir. Donc, bon, bah, c'est pas d'automatisme que c'est dans les sens progressistes. Heu, J'attire également l'attention sur le fait qu'il y a également une partie de la petite bourgeoisie qui subit déjà et va subir la crise de plein fouet, que si elle se mobilise, pas forcément dans le sens progressiste, ça dépendra quelles sont les perspectives qui lui sont proposées. On a un exemple, hein, pour montrer quand même l'étendue des problèmes et dans la complexité de la situation, c'est le cas des manifestations contre le confinement aux États-Unis qui ont pu avoir lieu là dans les derniers temps et encore en fait là dans les derniers jours. Et hier, manifestation contre les mesures de confinement au nom de la sauvegarde de l'économie, donc pour pouvoir reprendre le travail. Manifestation appelée par Trump dans le contexte de la campagne présidentielle. Donc voilà, sur la perspective, le fait de dire on ne peut pas se faire confiner, on va reprendre le travail, appuyé par Trump. Et de l'autre côté, des manifestants qui brandissent le slogan la pauvreté tue aussi. Et il faut voir qu'on est dans une situation aux États-Unis
on a des kilomètres de queue pour aller acheter de la nourriture, des millions de travailleurs pauvres mis au chômage et qui n'ont littéralement plus rien à manger. Mais là, qui dans cette sorte de mobilisation, se retrouvent peu ou prou à faire corps derrière leur patron, encouragés par Trump. Un tel exemple, cela montre la nécessité encore plus grande peut-être de proposer une politique de classe formulée à partir des intérêts des travailleurs, qui émanent de leur lutte même si elle peut et doit aussi l'anticiper en fixant des perspectives plus générales. Pour préparer ces luttes et ces mobilisations à venir, il s'agit de se donner une telle politique de classe. Cela commence bien sûr à ne pas faire confiance au patronat, s'immiscer dans tout ce qu'il pense être sa chasse gardée, sur les décisions liées à la production, et montrer que tout n'est pas permis au nom de la crise sanitaire, qu'on ne se laissera pas imposer tous les reculs. Et dès à présent, même si c'est rendu compliqué par le confinement, il est quand même possible de discuter largement, y compris de commencer à s'organiser, même sous forme électronique. Mais bon, et sous forme réelle, bien sûr, dans les entreprises qui reprennent. Dernier élément de conclusion, hein, mais on y reviendra plus profondément la semaine prochaine, vu que ce sera le thème du débat. On observe quand même une pandémie internationale, et c'est aussi ça qui la marque, avec 50 nuances de gestion capitaliste, mais à chaque fois avec les mêmes logiques, auxquelles tous les exploités opprimés du monde doivent répondre. Ils sont pris avec les mêmes difficultés et ils doivent opposer leur logique à eux, leur politique à eux, à cette échelle-là. Donc cette crise sanitaire et économique, elle se place directement à niveau mondial. Les réactions pourraient l'être aussi tout autant dans les temps à venir. Et ce qui se passe dans un pays, entraîner, ou du moins donner des idées à d'autres pour faire contagion, pas du virus, mais de la lutte. J'en reste là. Voilà, il y a plein d'éléments, c'est plus des amorces de discussion, notamment sur les réactions collectives qu'il peut y avoir, ou par rapport à ces annonces de déconfinement, ou bien des patrons directement dans les faits, ou bien de Macron lundi dernier. Quelles sont les réactions qui peuvent être suscitées, les discussions qu'il peut y avoir, également bon, plus généralement sur les perspectives politiques qu'on pourrait se donner dans les temps à venir.